Lorsqu'on contacte un avocat, effectivement, il y a toujours cette appréhension chez les gens de savoir combien ça va me coûter. Donc, il faut savoir que avant d'aller voir un avocat, la première chose à lui demander, c'est ça. Il faut s'assurer qu'il est compétent dans la matière, parce qu'il y a des tas de matières juridiques et le dommage corporel n'est qu'une parmi d'autres. Il faut déjà frapper à la bonne porte, premier point. Et deuxième point, c'est un sujet qu'il faut aborder d'emblée. Certains avocats ne font pas payer le premier rendez-vous, d'autres le font payer, d'autres demandent d'emblée une somme importante. Donc, ce qu'il faut voir, premièrement, est-ce que la première consultation est payante ou pas? Le fait qu'elle soit gratuite n'est pas forcément un indice de compétence de l'avocat en question d'ailleurs, mais il faut savoir à quoi on s'engage. Un avocat, c'est quelqu'un qui a l'obligation de faire une convention d'honoraires, c'est-à-dire l'équivalent d'un devis. On met les honoraires par écrit, les choses sont clairement posées au départ. Si ça n'existe pas, non seulement l'avocat est en infraction déontologique, mais la victime a toute raison d'aller voir ailleurs, premièrement. Le montant des honoraires des avocats est libre, mais un avocat qui intervient côté victime est quelqu'un qui est amené à faire preuve d'une certaine empathie et d'une certaine souplesse, parce qu'il sait très bien que quelqu'un qui a été victime d'un accident il y a un mois, un an, et quelqu'un qui est en arrêt de travail, quelqu'un qui a peut-être perdu son emploi. Donc, lorsqu'on est spécialisé, on trouve des moyens, des terrains d'entente pour être accessible, parce que notre vocation à nous, on n'est pas contre gagner notre vie, mais notre vocation à nous, c'est quand même de tirer les gens vers le haut, de les emmener vers l'indemnisation à laquelle ils ont droit, pour qu'à la fin, aussi bien eux que nous y retrouvions, mais que nos honoraires ne soient pas un obstacle à leur prise en charge. Ça, c'est le premier point. Après, beaucoup de gens, sans qu'ils le sachent, ont des assureurs de protection ou de défense juridique. D'emblée, moi, je vérifie avec eux si parmi les assurances qu'ils ont souscrites, il n'y en a pas une qui leur permettrait de financer leurs frais d'avocat. Et dans 2 cas sur 3, c'est le cas. Donc, ça aplanit beaucoup de problèmes. Mais encore faut-il en parler d'emblée. Beaucoup de gens n'ont pas cette idée, c'est à nous aussi, et c'est peut-être un critère de choix de son avocat, hein, c'est à nous de leur en parler. Il y a aussi, lorsqu'on va devant un tribunal, ça ne marche pas pour les démarches amiables, mais lorsqu'on va devant un tribunal, il y a des systèmes comme l'aide juridictionnelle qui permettent que les gens ne payent pas ou peu, dans un premier temps, leur avocat. Ça aussi, c'est quelque chose qui est à discuter. Moi, j'estime, mais c'est une conception personnelle, je ne juge pas les confrères qui fonctionnent autrement, j'estime que quelqu'un qui gagne 900 € par mois, par exemple, et qui remplit donc les critères pour une aide juridictionnelle totale, est quelqu'un qu'on doit prendre au titre de l'aide juridictionnelle totale et accompagner dans ce cadre-là. Parce que nous nous devons d'être accessibles en face. Côté assureur, côté employeur, il y aura des avocats. Il y aura des médecins spécialisés. Il y a toute une armée de médecins qui sont prêts à travailler pour ces gens. Si nous, on fait le choix de travailler pour les victimes, il faut qu'elles puissent passer le seuil de notre porte et s'asseoir en face de nous dans notre cabinet. Sinon, il faut changer de métier. Quand il y a un problème de barrière de langue, les gens viennent accompagner. Il y a toujours un ami, un cousin, un voisin qui est de bonne volonté, qui est prêt à accompagner. Moi, très souvent, dans mon cabinet, j'ai 2 personnes, alors qu'il n'y en a qu'une seule qui est concernée. Et c'est très pratique d'ailleurs, parce qu'en plus, la personne qui accompagne a une meilleure maîtrise des démarches administratives et peut vraiment faire passer beaucoup d'informations. Lorsqu'il y a un gros problème de barrière de langue, dans le pire des cas, il y a des interprètes, on peut trouver des solutions. J'ai aucun cas où la barrière de la langue a été telle qu'il a été impossible de gérer le dossier de quelqu'un. La majorité des accidents que je suis amené à traiter se sont déroulés en France, par des gens qui séjournaient en France depuis plus ou moins longtemps, qui ont au minimum quelques notions de français. C'est à nous, après, de nous rendre accessibles, encore une fois. Nous, on doit prendre les gens comme ils sont. On doit prendre les gens comme ils sont et les accompagner. Donc, à nous de faire en sorte, s'il y a des documents à traduire, de les faire traduire. S'il y a un problème de langue, de faire venir quelqu'un.
Et ça n'a jamais été un problème. Alors, la question des délais est une question importante parce que les gens sont très mal renseignés à ce sujet et on a en droit français des délais qui ont tendance à se raccourcir au fil des lois, au fil des gouvernements. Des délais qui étaient à 20 ans sont passés à 10 ans, par exemple. Ça s'appelle la sécurité juridique. Alors, reste la question de savoir la sécurité de qui. Par exemple, vous êtes victime d'un accident du travail. Vous voulez mettre en jeu la responsabilité de votre employeur. Le délai de prescription est de 2 ans. 2 ans, l'expérience prouve que c'est un délai extrêmement court. Quelqu'un qui doit se soigner, parfois de blessures graves, qui doit faire des démarches auprès de la sécurité sociale, qui a des problèmes avec son employeur, le temps qu'il vienne à l'idée que peut-être quelqu'un pourrait être responsable de son accident, qu'il prenne des renseignements à la bonne porte et qu'il fasse les bonnes démarches, parfois les 2 ans sont passés. Je vous parlais tout à l'heure de délai de 3 ans pour certains fonds de garantie, type le fonds de garantie automobile par exemple. C'est 3 ans à compter du jour de l'accident. Après, c'est fini. Victime d'agression, de la même façon. Peu importe l'état dans lequel l'agression vous a mise, vous avez 3 ans. Il faudrait vraiment avoir été dans un coma complet et qu'aucun membre de votre famille n'ait pu faire cette démarche pour qu'on vous pardonne de ce délai de 3 ans. Mais sinon, c'est rarissime qu'on arrive à faire des relevés d'un dossier qui est fort clos. Après, sur les dossiers d'accidents de droit commun, on est sur des délais plus importants. Mais de toute façon, passer les premiers mois, passer le choc de l'accident, il faut que la victime ou sa famille, c'est en général sa famille, commence à se préoccuper de savoir à quelle porte frapper, dans quelle direction il faudra aller. Il n'y a pas forcément énormément de démarches à faire, il faut faire la bonne. Et la bonne, elle doit vous être indiquée par quelqu'un. Alors ça peut être une association de victimes, ça peut être un médecin spécialisé, pas forcément le médecin traitant, parfois il a de très bons conseils, parfois non, parce que ce n'est pas son métier, et parfois ça peut être un avocat spécialisé.